Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La France est abondamment citée dans les opérations qui visent la déstabilisation de la Centrafrique. Il faut dire que la France a récemment été accusée par des organisations non gouvernementales de livrer les armes aux rebelles centrafricains. Le président Bondakani, qui est revenu sur cette actualité, a affirmé sans embâche que c'est la France qui se cachait derrière toutes les opérations de déstabilisation de la Centrafrique. Mais pourquoi la France tient à tout prix à déstabiliser la Centrafrique? Quels sont les enjeux géopolitiques associés à cette déstabilisation? Suivons maintenant le décryptage de ces problématiques par le président Bondakani et d'autres analystes qui sont sur le plateau d'Afrique Média. Suivons. Le président Bondakani, aujourd'hui en Centrafrique circule beaucoup de théories, parmi lesquelles donc celle de la déstabilisation de la Centrafrique par les pays voisins. Est-ce que vous direz que ce n'est qu'un prétexte pour essayer de cacher les vrais commanditaires de ce qui se passe là-bas? Permettez-moi de renvoyer d'abord mes salutations, mes voeux, Dr Yaïbé. Oui. Je voudrais lui rassurer de la pensée particulière que j'ai à son égard. Oui. À la suite du docteur Soro et les autres, qui ont été très brillants, je voudrais, pour vous répondre, non, il n'y a pas de complot africain contre la RDC, ça n'existe pas. Ça n'existe. Ce sont des théories révisionnistes, et je peux rester même poli, ce sont des faux drapeaux que la France met en avant pour se cacher derrière. C'est la France qui attaque la RCA. Que ceci doit être clair. La Centrafrique est attaquée par un pays qu'on appelle la France. Et c'est une attaque qui est plus que centenaire. Il faut remonter jusqu'à l'arrivée de la France coloniale en Centrafrique pour commencer à rendre public, lisible, les éléments, les causes et les facteurs qui se sont aggravés les années passant pour culminer dans ce qu'on est en train de voir. Dr Soro vous l'a dit tout à l'heure. Depuis Boganda, en passant par Bokassa, en passant par David Dako, en passant par le général Kolimba, M. Patassé, M. Bozizé, et finalement jusqu'au président Michel Dotodja, pour arriver à M. Touadéra. Si vous enlevez le président Touadéra, tout ce que je viens de vous citer porte une marque maléfique, la France. C'est la France qui détruit la RCA. Et la lâcheté qu'on a longtemps affichée en Afrique, et Dieu merci, c'est en train de changer, doit s'arrêter. On peut avoir des positions diplomatiques, mais de plus en plus, ça montre ses limites. La France ne fait aucune diplomatie dans ses œuvres criminelles en Afrique. Donc, je dois être clair, à partir du moment où on met ce postulat-là, l'analyse doit consister simplement, vous voulez sortir du trou. Au Cameroun, il y a une célèbre phrase d'ailleurs. Voilà, vous voulez sortir du trou. Quand on se noie avec... il y a un serpent à proximité. Il y a une célèbre phrase que je voudrais reprendre, pas à votre compte, je vous en prie. À mon propre compte. Voilà, oui, quelqu'un, un homme politique bien connu, a dit, lorsque vous vous noyez, Augustin Kodor. Voilà, même si c'est sur le serpent que vous pouvez vous raccrocher pour vous sauver, vous le faites. Vous sortez du trou, et quand vous sortez du trou, celui qui vous a tendu la corde n'est pas votre ennemi. C'est ça. C'est celui qui vous a plongé dans ce trou qui est votre ennemi. C'est ça. Et vous allez vous allier avec celui qui vous a tendu la corde pour liquider l'ennemi là. C'est ça. C'est cela qu'il s'agit en Centrafrique. La présence de la Russie est une évolution majeure en Centrafrique. Parce que, en dehors du bavardage, les Centrafricains étaient à terre, à genoux. La sous-région n'arrivait pas à régler ce problème. Il faut dire la vérité. La présence russe a équilibré géopolitiquement, n'est-ce pas, les données, la donne. La France aujourd'hui doit fermer sa bouche, elle ne peut plus faire ce qu'elle voulait en Centrafrique. Impossible de faire ça. Parce qu'il y a un équilibre géomilitaire qui est la conséquence directe de la présence russe. Alors maintenant, donc à ce niveau-là, M. Bungo, il y a évolution. Hier, la Centrafrique était livrée à la France seule, était livrée à l'ONU seule. Parce que même le changement qu'on observe au niveau de la MINUSCA, vous voyez que maintenant, ils sont plus offensifs. Oui, ils sont maintenant plus offensifs. Et je voudrais saluer l'action de M. Mankodja, on va pas le nier. Tout à fait. Celui qui est le représentant spécial de l'ONU. Il faut saluer son action parce que nous sommes au courant du dynamisme, n'est-ce pas, qui est le sien pour essayer d'aider la Centrafrique. On salue. Mais c'est la présence russe qui amène aussi la MINUSCA à changer. A changé, parce que la MINUSCA se contentait de faire ce qu'elle fait ailleurs, piller les matières premières et à la limite être une espèce de protection de fait, n'est-ce pas, aux rebelles qui dans leur zone où ils ont confisqué, ont tous les droits, vendent les matières premières, tout ça consort, puis servent de façade au pillage sauvage de matières premières. Donc la présence russe,
c'est une évolution. Deuxième évolution, le président Touadéra n'est pas un pion français. Il a été élu à la barbe de la France. Le candidat a été M. Dologuélé, qui avait déjà signé toute la banque de la Centrafrique avant d'être président. Vous voyez que ce qu'il dit est grave. Hein? Et je dis ça tous les jours ici. Si Dologuélé veut répondre, il vient s'asseoir ici. Nous allons le démontrer. Et d'abord, toute la classe politique centrafricaine est dans ce... Comme un certain candidat au Cameroun. Tu as tout compris, docteur. Hein? C'est-à-dire que les politiciens centrafricains, à quelques détails près, sont tous dans un parisianisme le plus abject. C'est l'un des problèmes majeurs de la Centrafrique. Donc, le président Touadéra sort de là. C'est pour ça que c'est par lui que la Russie est arrivée. Il a eu ce courage, il a eu cette audace, d'abord d'équilibrer la donne géomilitaire et géopolitique. C'est ça. Et il y a l'autre évolution, c'est quoi? L'autre évolution, c'est que aujourd'hui, il y a un consensus au niveau international. Je n'aime pas le mot communauté internationale. Il y a un consensus aujourd'hui qui réunit tout l'opinion internationale, et même les acteurs majeurs de la scène internationale, autour de la démarche du président Touadéra. C'est ça. Et ça s'est vu lors de la fermeté qu'il y a eu, n'est-ce pas, contre les rebelles. Vous avez un communiqué de l'ONU qui est clair. Il y a eu un communiqué de l'ONU qui est clair par rapport à la Centrafrique. D'abord, ils reconnaissent l'élection de M. Touadéra, et de deux, le message est ferme à l'égard des rebelles. Absolument. Vous avez la réaction des États-Unis. L'ambassadeur des États-Unis, il a publié la position des États-Unis. Elle est d'une fermeté, d'une clarté qui est rare en des circonstances. N'est-ce pas par hasard? Et la sous-région, vous avez vu comment la CEAC s'est mobilisée avec une réponse ferme. Alors nous parlons. Il y a le contingent angolais qui est pratiquement déjà arrivé. Et les Angolais, quand ils arrivent, c'est pas le jeu. Vous avez même la RDC, malgré les réserves que nous avons contre le président Tshisekedi, qui va créer les écoles de guerre avec les Français, n'est-ce pas, pour former la hiérarchie militaire de son pays. Mais par rapport à la RCA, le président Tshisekedi est ferme. Il a été ferme et il est aussi prêt. Il a dit qu'il va mobiliser près de 1000 militaires pour aller intervenir en RCA. Donc, quand vous faites la conjonction de tout ça, la présence déjà des Rwandais, des Camerounais, je crois aussi des Burundais, qui dans la MINUSCA font un travail exceptionnel. Vous voyez donc qu'il y a une dynamique régionale et sous-régionale, militaire, qui est en train de se consolider à Centrafrique. Et moi, j'ai dit, M. Bongo, c'est la première fois que je voit ça en Centrafrique. C'est la première fois. Et tout à l'heure, M. Meka l'a dit. Il a dit que c'est toute la sous-région qui est en guerre. Et moi, je suis content de voir un cadre de DPC parler comme ça. Je suis content. Il a dit que c'est toute la sous-région qui est en guerre. Parce que là, on a une occasion de fédérer un dispositif militaire et géomilitaire sous-régional pour en finir, nettoyer les rebelles. Parce que cette rébellion-là, c'est quoi? Tout le monde sait que la frontière qui part du Soudan, qui passe par la RDC, qui descend là-bas jusqu'à Centrafrique, c'est, comment on dit ça? Vous êtes au cœur de la géopolitique du chaos que la France a mis, que la France gère dans ce milieu. Ces gars sont des agents français. C'est la France qui les parraine. Et ça veut dire que si vous fédérez tous les pays de cette sous-région-là, de cette corne géostratégique et géomilitaire, si vous fédérez comme Touadéra est en train de faire, mais vous avez gagné. Il manque seulement un élément qu'il faut rassurer. Il faut rassurer le président Déby. Il faut rassurer le président Déby pour qu'il en... D'ailleurs, oui, un communiqué du gouvernement qui est clair. Qui a dit pour préciser par rapport aux accusations, aux soupçons de soutien aux rebelles. Nous avons dit ici, et j'ai dit, il y a le dit d'autres plateaux, que ceux qui accusaient le Tchad, ils allaient être en maison. Et c'est récemment, encore des mois, 2 jours, j'étais sur un plateau, j'ai eu à croiser le fait avec quelqu'un qui alimentait ce genre de rumeurs. Je lui ai démontré, mais vous racontez des choses. Ça n'a pas de sens. Le président Déby a tiré les leçons de la participation tchadienne lors de ce qui s'est passé avec l'arrivée de Dr. Joe au pouvoir. Ouais. Vous savez que l'ONU avait même publié un rapport qui indexait directement le président Déby, avec des termes qui n'avaient rien de diplomatique. Nous nous sommes levés ici pour dire que mais ça n'a pas de sens. Et le président Déby a tiré les leçons. D'ailleurs, dans le communiqué, il le dit. Le communiqué, c'est même souligné là-dedans. Donc, il a tiré les leçons. Il a dit actuellement, c'est la coopération bilatérale. Le Tchad n'a rien à voir dans les éléments. Dans ce qui se passe en Centrafrique. Ceux qui agitent en Centrafrique comme Tchadiens sont des Tchadiens qui habitent la Centrafrique. C'est clair. Donc, le Tchad n'a rien à y voir. Donc, je dis qu'il faut impliquer le président Déby. Il faut impliquer le Tchad dans cette guerre contre les rebelles. Parce que même le Tchad a intérêt. Tout à l'heure, le docteur Jacob a très bien expliqué.
ce qui se passe avec un truc comme Barkhane. Cette affaire-là, c'est la sorcellerie. Il faut enlever ça. C'est l'objet de la deuxième thématique. Voilà. Donc, pour dire que on est dans une donne qu'on n'a pas encore inédite dans cette affaire. C'est la première fois qu'il y a une telle convergence sérieuse sur la question. Il faut qu'on l'exploite pour finir. On ne sera attendu que l'Union africaine joue son rôle. Vous savez que l'Union africaine, c'est une institution vide et vaurienne. Donc, elle est vaurienne. Il n'y a rien à attendre de l'Union africaine. Donc, c'est ce que j'appelle progrès. C'est ça qui doit guider notre analyse de mon point de vue. Oui. Pas en termes de ce qui s'est passé ou bien ceci, mais de voir que il y a un progrès. On est en train d'avancer. On est en train d'avancer sérieusement. Il y a une aspect que je voulais souligner qui me tient à cœur. Ça m'a échappé, mais ça me... C'est pas grave. Ça me reviendra. Vous savez, Président, on va revenir à vous. Mais je signale si M. Aladi Amassambo est en direct, en direct avec nous, Dr Serge So. Alors, la situation en Centrafrique a évolué. Il y a donc eu cette attaque simultanée au PK9 et au PK12. C'était mercredi dernier. Alors que jusqu'ici, les rebelles, dont la figure politique est l'ancien président François Bozizé, étaient cantonnés dans l'arrière-pays, notamment en essayant de contrôler le corridor entre le Cameroun et la Centrafrique, corridor vital pour le ravitaillement de la Centrafrique. Mais aujourd'hui, donc depuis mercredi, la capitale Bangui a été attaquée. Comment est-ce que vous jugez-vous l'évolution de cette situation? Est-ce que vous êtes surpris par cette évolution? Bon, je dirais qu'en fonction des scénarios que je vais évoquer, je suis pas surpris dans un premier temps, mais aussi surpris dans un deuxième. Et troisièmement, j'ai des mises en garde à la fois pour nous, les panafricains qui combattons, et pour ceux qui pensent que l'Afrique est une cour de récréation où ils peuvent venir à tout moment faire ce qu'ils veulent. Je suis déjà de ceux qui pensent que il est temps pour que les Africains arrêtent de confier leur destin aux mains de ceux qui pillent l'Afrique depuis 200 ans. Vous savez, ce qui se passe en Centrafrique est organisé et piloté depuis l'Élysée, depuis la chute du tout premier président Bouganda, je crois, et depuis les coups d'État qui ont succédé. Déjà, pour les coups d'État et les guerres civiles en Afrique, on n'en discute pas, parce que on ne comprendrait pas, quand vous regardez l'histoire de ces coups d'État, que sur la soixantaine de coups d'État qu'il y a eu en Afrique, à peu près 95% ont été, n'est-ce pas, organisés et financés par les services français et souvent exécutés sur le terrain. On connaît un célèbre exécutant qui était Bob Denard, qui a fait ses aveux. Absolument. Pour ce qui est de la sécurité d'un pays comme la Centrafrique, vous avez un pays qui a activé les accords de défense qu'il avait fait signer avec tous ses partenaires coloniaux depuis 1959, dans les journaux officiels c'est clair, et qui est présent sur le terrain, et qui vous dit quand même que des gens réussissent à venir attaquer la capitale. Or, pour qui connaît Bangui, pour qui connaît la Centrafrique, les trois grandes villes, 3B, Bouar, Bangassora et Bangui, la France est présente. La France est présente militairement. L'aéroport de Bangui, c'est une base française actuellement. Bouar, c'est la deuxième qui est proche de la frontière avec le Cameroun. Entre Bouar et Bangui, vous avez à peu près 400 km. Les Français, quand le matériel arrive par l'aéroport, pour arriver à Bouar, le matériel est escorté. Pourquoi les rebelles ne coupent-ils pas la route au matériel français? C'est parce que c'est une connivence établie. Comment se fait-il que les eaux africaines, les eaux territoriales africaines, tout le monde le sait, par le pacte, n'est-ce pas, de l'impérialisme, sont surveillées à 95% par les services français. Rien, d'ailleurs, les ports sont sous la coupe de Bolloré pour la plupart des cas. Pour qui connaît la géopolitique et du commerce des armes, les 5 premières puissances sont connues. En dehors de la Russie et de la Chine, on sait que les 3 autres sont des néocolonialistes invétérés, parmi lesquels la France. Alors, pour qui connaît comment est structuré le marché des armes, c'est comme les véhicules ou bien comme nos smartphones, il y a un numéro d'identification, même si on peut le falsifier. Ça veut dire quand vous tirez une cartouche ici à Douala, quand on récupère la douille, on peut vous dire de quelle usine c'est sorti, par quel cheminement c'est arrivé. Donc il est impossible
que les rebelles soient armés et que ce ne soit pas du fait de la France. Sur votre plateau, il y a, je crois, une semaine, je disais avant que cela n'éclate, quand Bozizé est rentré, que comment se fait-il qu'un prisonnier, Bozizé était un prisonnier, oui, tout le monde sait, il est sous le mandat de alors, oui. Comment se fait-il qu'il soit venu pendant la période électorale et qu'il se soit installé là, devant les yeux des Français, et qu'on n'ait rien dit, et qu'on ait même prétendu qu'il aurait pu être candidat? Mais c'est parce que le coup était préparé. Et j'avais insisté en disant que les recrutements qui sont en train d'être faits, parce que quand vous lisez le rapport que les parlementaires français avaient fait, je crois, en 2010, mais ils s'inquiétaient déjà de ce que l'émancipation économique de l'Afrique risque d'être un problème. Sauf qu'ils n'avaient pas dit lequel. Ouais. Pour nous qui savons lire entre la ligne, c'était l'affaiblissement de la France. Ouais. Et ils demandaient donc à la France d'être mise à jour. Or, le président Hollande qui était en place à l'époque, déjà même par Sarkozy, vous avez vu comment ils ont essayé de réajuster leur politique pour garder la main mise sur l'Afrique. Et cette main mise-là, elle est structurellement d'abord une main mise militaire. C'est-à-dire qu'ils veulent empêcher aux Africains d'assumer eux-mêmes leur défense. Or, quand notre défense est assumée par quelqu'un d'autre, nous restons fragiles. Et c'est ce qui est en train de se jouer en Centrafrique. Et je disais en continuant que ça ne vise pas la Centrafrique. La Centrafrique est un prétexte pour eux pour fragiliser le Cameroun et le Tchad. La question doit être aller plus loin. Comment se fait-il que des milices encerclés, enclavés entre le Nigeria, le Tchad et le Cameroun, je nomme Boko Haram, puissent tenir pendant près de 5 ans ou 6 ans aujourd'hui? Comment se fait-il? Eh bien, c'est parce que le Nigeria, qui est le moteur de l'Afrique occidentale et qui est en train de pousser à une grande émancipation qui va chasser la France de son espace, est une menace, et la France a décidé de fragiliser le Nigeria. Et certains qui n'avaient pas cette lecture avaient cru qu'il s'agissait de simples bandes armées qu'on pourrait neutraliser. Lorsque Sarkozy déclenche l'affaiblissement de Mohamed Kadhafi, mais c'est parce que ce qui nous arrive aujourd'hui ne devrait plus nous arriver que des satellites tombent en panne pendant que nous sommes en pleine diffusion. C'est parce qu'on empêche à l'Afrique d'avoir les moyens de son bien-être. Et lorsque j'ai entendu un jour le président Macron élu par défaut mettre à demeure les présidents africains de choisir qu'ils laissent clairement la France intervenir ou alors qu'ils combattent le sentiment anti-français, j'ai eu envie de lui dire, et je répondrai maintenant, que monsieur Macron, moi qui suis assis là, j'ai rien contre vous les Français. Vous ne m'intéressez pas. Vous êtes un peuple comme moi, le Bantou Bassa du Cameroun, Camerounais, je suis un peuple. Je suis libre de décider de mes intérêts, comme bon me semble pour mon bien-être. Et je vous reconnais le droit de gérer vos intérêts comme bon vous semble. Mais, lorsque nos intérêts viennent à être mis sur la même table, nous devons agir de manière juste, droite et équitable. Ce que nous décrions, c'est le pillage systématique et le refus de reconnaissance de ce pillage pour qu'il s'arrête. Et ça, c'est pas un sentiment anti-français. C'est pas un sentiment anti-français, c'est une lutte pour la justice sociale qui s'adresse même aux Français de France. Ce qui arrive, ce que vous décriez comme l'immigration, mais c'est la conséquence du pillage orchestré par vos sbires. Nous avons le sentiment que vous venez assassiner des Africains et que vous vous plaignez en après si les Africains veulent se venger ou bien veulent se défendre. Mais pour que cela n'arrive pas, arrêtez d'assassiner les Africains. Vous dites que vous êtes venu défendre la liberté en Centrafrique. Mais comment se fait-il que depuis 10 ans bientôt, il n'y ait pas de pays? Il y a eu 3 guerres civiles en Centrafrique ces dernières années, en présence de votre Sangaris, ou je ne sais pas comment vous appelez. Mais je rappelle aux Africains que pour ce qui est des interventions françaises, avez-vous mémoire d'une intervention française qui se soit bien déroulée? La France était présente au Rwanda et elle a organisé le génocide. La France a été présente en Algérie. Dieu seul sait, aujourd'hui les Algériens demandent. La France est venue au Cameroun, elle a assassiné nos parents. La France, vaincue par l'Allemagne, libérée par le Cameroun, aujourd'hui elle refuse de reverser aux peuples africains les soldes des soldats africains qui ont libéré la France. Mais qu'on arrête ce jeu de dupes. Nous qui vous parlons comme panafricains, nous qui vous parlons comme Camerounais, nous disons
que peut-être ceux qui ont été là depuis 50 ans n'étaient pas cette génération qui avait pour mission d'assumer la libération totale. Nous leur en sommes gré. Maintenant, nous qui vous parlons, nous vous disons que nous avons et l'engagement, et la perception juste, et la détermination, que nous ne négocierons pas notre liberté à vil prix. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà donc qui est dit. Docteur Serge Sow a donc planté magnifiquement le décor de ces débats, en tout cas de cette partie qui concerne la Centrafrique. Mais comme l'a si bien souligné Docteur Serge Sow, non seulement la Centrafrique, mais également le Cameroun, le Tchad et plus généralement le Golfe du Guinée. Je voudrais d'abord vous dire en tant que politique que le parti, le RDPC, ne peut pas s'ingérer dans les affaires souveraines de la Centrafrique. Mais de mon point de vue en tant que militant, en tant que politique, je suis particulièrement la situation en Centrafrique. Je voudrais également vous dire que je me suis posé quelques questions dont mon copanéliste a posé les mêmes questions. Je me suis demandé comment M. Bozizé est arrivé, notamment en Centrafrique, jusqu'à intégrer, n'est-ce pas, un lobby de rebelles où il habite avec les rebelles. Donc, de toutes ces informations, il nous a été rapporté il aurait été transporté par l'hélicoptère français qui l'ont amené, n'est-ce pas, auprès de ces rebelles pour pouvoir s'emparer du pouvoir. Donc, dès lors qu'il y a ces informations persistantes qui reviennent, cela démontre que nous tous, nous sommes en danger. C'est-à-dire toute l'Afrique est en danger. Toute l'Afrique est en danger, pourquoi? Parce que nous sommes là dans une sorte de recolonisation armée de l'Afrique contre le Cameroun. Je parle de recolonisation armée, pourquoi? Parce que la prise de conscience des dirigeants africains, la prise de conscience des populations africaines fait aujourd'hui qu'on a l'impression qu'il faudrait qu'il y ait un passage en force de la France. Moi, je respecte ce grand pays, c'est un pays ami, partenaire, parce qu'il ne faudrait pas aussi l'ignorer. Ils ont participé à un certain nombre de projets en Afrique, mais il faudrait qu'ils sachent que l'heure est venue où l'Afrique est déjà mature, où l'Afrique est déjà à un niveau où il faut s'auto-gérer. Je voudrais dire à tous les téléspectateurs d'Afrique Média pour qu'ils comprennent bien qu'il y a eu plusieurs phases de l'assimilation et de l'animalisation des peuples africains. Il y a eu l'esclavage. Pendant l'esclavage, nous étions vendus comme des bêtes. Nous travaillions pour la métropole, pour la colonie. Il y a eu la colonisation. Moi, je prends la colonisation comme la participation active des colons dans la gestion de notre pays, de notre territoire. Et il y a eu le néocolonialisme, c'est-à-dire qu'ils partent, mais ils laissent les accords où nous travaillons pour eux. Et aujourd'hui, il s'agit d'une recolonisation armée à travers, n'est-ce pas, ce que j'appelle des Lomge-Lige. Et c'est à ce niveau-là que je vais atterrir pour dire que le complot international contre les Africains, les propres exécutants de ce complot africain, de ce complot international, ce sont les Africains eux-mêmes. Les ennemis de l'intérieur. Les ennemis de l'intérieur. Ça résonne. Les ennemis de l'intérieur. Une résonance particulière pour le militant de l'UPC. Il y a un mot qu'on appelle là, le mouton noir. Le mouton noir. Parce que pour piller l'Afrique, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une division entre les Africains et qu'il y ait un cheval de Troie qui permet à ce qu'il y ait ingérence des Occidentaux pour pouvoir arriver. Vous allez constater que ce sont les Africains eux-mêmes qui prennent les armes contre leurs frères africains et qui sont financés de l'extérieur, qui sont pistonnés de l'extérieur. Donc, ma foi, je crois que nous sommes extrêmement inquiets de cette situation en Centrafrique. D'autant plus inquiets que, comme vous le savez, il y a eu un général, un certain Fafour, qui a lancé le mouvement de libération du Cameroun depuis la Centrafrique et qui voudrait, n'est-ce pas, s'emparer, attaquer notre pays. Et je crois que mon panéliste l'a dit, je crois qu'il s'agit là d'un tremplin, c'est une sorte de pont. C'est-à-dire que dès que le désordre, c'est même clair, si les rebelles prennent la Centrafrique, je crois que la prochaine étape, c'est d'attaquer le Cameroun. Donc il est important que
nous prenons la mesure de cette situation et je crois que cette situation est déjà en train d'être prise au sérieux, notamment en ce qui concerne les deux forces militaires, le Cameroun et la Centrafrique, notamment le gouvernement centrafricain, sont en train de prendre des mesures pour mutualiser les forces. Donc, je voudrais conclure en disant que la guerre pour la récupération, pour la stabilité de la Centrafrique, c'est la guerre de la sous-région. Et il est important que nous prenions conscience de cela et que nous puissions faire un mur de béton pour que cela n'arrive pas. D'accord, c'est bien compris. Donc, André Lutemeka, nous allons... Docteur Simon Basilekin, le fait qu'aujourd'hui Bangui soit attaqué, est-ce que ce n'est pas pour essayer de démontrer que le président Archange Touadéra ne contrôle rien, rendre son pouvoir, rendre le pays ingouvernable, montrer qu'il ne parce qu'aujourd'hui Bangui est le centre du pouvoir en Centrafrique. Et puis, deuxièmement, le fait que la Centrafrique ait accordé l'autorisation de survol de son territoire par l'armée française, est-ce que cela n'est pas de nature à effriter la confiance des Russes? Oui. En d'autres termes, est-ce que les Russes aujourd'hui n'ont pas besoin que les Centrafricains, notamment le gouvernement centrafricain, lui démontrent toute sa confiance? Absolument, absolument. C'est-à-dire que le problème avec les Africains francophones, c'est qu'ils ne sont pas totalement, ils sont mains et pieds liés à l'ancienne puissance coloniale et généralement, ils signent tout et n'importe quoi. Mais quand dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, il est important que les dirigeants de notre région, c'est-à-dire les Centrafricains, les Tchadiens, les Camerounais et tous les autres, y compris le Nigeria, il est important que nous faisions bloc et que nous nous opposions à toute velléité de recolonisation. Parce que on l'a dit, hein, M. Chirac l'a dit, chaque fois qu'un Français a 100 € dans ses poches, il y en a 40 qui lui viennent gratuitement d'Afrique. Dans ces conditions-là, on comprend que les Français s'accrochent. Et ce n'est pas en faisant les yeux doux, ce n'est pas en se montrant gentil, tout mignon, que nous allons libérer de cette affaire-là. Et il faut avoir le courage de couper certains liens, de reprendre sa liberté de mouvement et de faire en sorte que les trois armées tchadiennes, nigérianes et camerounaises qui ont jusqu'à présent coopérer d'heureuse manière, eh bien que cet exemple-là puisse être étendu aux Centrafricains, parce que c'est uniquement de cette façon-là que nous réussirons à bâtir des nations fortes et surtout une région stable et capable d'impulser le développement au service de ces populations. Sinon, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on permettre la moindre velléité, la moindre possibilité, qu'on laisse la moindre possibilité aux Français de reprendre pied en Afrique, parce que nous avons eu 60 ans pour découvrir que la coopération avec les Français, c'est le sous-développement en permanence. Eh bien, essayons autre chose. Et je crois que les Russes, les Chinois qu'on a cités tout à l'heure, peuvent être les bienvenus à la condition qu'ils viennent avec les bras tendus, c'est-à-dire avec l'intention claire de nous permettre de nous développer et non pas simplement de continuer ou d'entamer une troisième recolonisation, parce que ce n'est pas comme ça que l'Afrique se bâtirait. Je vous rappelle, et je termine par là, qu'en 1960, le programme des Nations Unies pour le développement classait le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Corée du Nord, Taïwan comme des pays qui, en 2000, devaient être des pays en développement qui avaient le potentiel. Eh bien, les autres sont partis, les francophones d'Afrique sont restés où ils étaient, et ça doit être une leçon pour chaque dirigeant, pour chaque leader, pour chaque responsable africain.
Merci, docteur Simon Basilike. C'est un peu compliqué. Je vais d'abord me tourner vers vous, docteur Serge Soho. Il y a des jours comme ça où tout va un peu de travers. Nous ne sommes pas habitués. Nous ne sommes pas habitués. Et bon, mais docteur Soho, plus sérieusement, comment est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la libération de l'Afrique, vous l'avez dit, passe donc par l'expulsion de la France. Or, la France aujourd'hui en Centrafrique, au-delà de tout ce que vous avez relevé, la France aujourd'hui en Centrafrique contrôle l'aéroport de Bangui. Comment l'en expulser? Quels pourraient être les mécanismes? Et puis il y a aussi cette question d'embargo d'armes sur lesquelles nous allons évidemment revenir. Ben, vous savez, c'est pour ça que en conclusion de la première partie, j'ai dit que nous n'avons rien contre la France. Nous avons un problème avec la politique impérialiste française qui a ses agents. Alors, il faut savoir que nous n'avons pas besoin de l'armée française en Afrique actuellement. C'est une décision. C'est-à-dire que dans l'engagement que soulignait le président Déby et le président Badakani tout à l'heure, la mutualisation des forces sous-régionales imposerait simplement qu'il y ait un contingent africain, et on l'a vu sous d'autres cieux lorsque le Nigeria a déployé ses forces en Sierra Leone. Eh bien, c'est les Comores qui a mené la paix en Sierra Leone, alors que l'ONU n'avait pas pu résoudre. Parce que ce n'est pas la mission de l'ONU. Quand vous lisez le pacte de l'impérialisme, l'ONU est au service des intérêts de ceux qui pillent l'Afrique. La situation centrafricaine en 2021 est similaire à la situation congolaise, où on a vu Lumumba être extirpé alors qu'il était surveillé par l'ONU et aller être assassiné. Alors, si les Africains ont réussi à faire éviter ça au président Touadéra, il leur faut seulement passer le deuxième cap. Et le président Badakani a bien conclu avec les autres panélistes qu'il faut, et je le disais aussi, je crois, il y a une semaine, il faut que la diplomatie sous-régionale qui s'est mise en place sur le plan militaire fasse un sursaut qualitatif. Mais, et docteur, la diplomatie, c'est l'art de la langue de bois. Non. La langue de bois, c'est pour la foule, la vulgus. Et maintenant, les choses sérieuses ne se disent pas en public. Elles se gèrent en aparté. Et ces choses sont ce que j'appelle la construction de la défense africaine. Et cette construction fait que nous devons contourner ce que vous avez dit en deuxième position, c'est-à-dire les embargos. Mais attends. Comment on peut mettre un État souverain qui a des menaces sécuritaires sous embargo si on est sérieux? C'est une décision. Et vous savez que l'embargo ne tient que par ceux qui pensent qu'ils sont leaders. Mais l'approche russe qui est là, qui est présente, et l'approche chinoise, pourquoi continuerons-nous à importer les armes si on peut les fabriquer sur place? Est-ce que vous savez qu'en 48 heures, on peut monter à la sous-région une usine de fabrication de munitions et d'armes? Ça, c'est ce que la France ne voulait pas. Mais c'est ce qui va donc arriver maintenant que les Africains ont décidé de changer de coopération militaire. Deuxième chose, que font encore les bases françaises en Afrique? La décision qui est celle qui est similaire à celle du franc CFA, c'est que ces bases quittent. Parce qu'elles ne nous servent à rien. Elles servent à surveiller les comptoirs coloniaux d'exportation. Et nous ne sommes plus des comptoirs coloniaux d'exportation. Il faut que ça s'arrête. La nouvelle coopération qui va donc se définir va faire que les problèmes comme ceux qui se posent au sujet du corridor humanitaire réclamé par les transporteurs centrafricains, il faut comprendre que l'attaque que la France a orchestrée autour du corridor, c'est une tactique militaire pour affamer le peuple centrafricain. La France se dit que en coupant le corridor, plus ou moins, sous quelque temps, Bangui assiégé, la foule va se révolter. Et sous, n'est-ce pas, le prisme de cette révolte, les rebelles auront une faveur parce que les FACA seront démobilisés et démoralisés. Et ça, il faut qu'on se batte pour que ça n'arrive pas. Et pour montrer à la France que c'est pas elle, moi je dirais ici, un homme politique avisé, que nous avons le prétexte, nous les Camerounais, avec près de 2000 concitoyens mis en danger, de mettre une colonne de 500 hommes pour escorter jusqu'à Bangui et faire sortir nos citoyens. Nous avons ça, puisque les Français n'ont pas hésité, au nom, n'est-ce pas, de la sécurité humanitaire, aller assassiner Kadhafi. Eh bien, au nom de cette même sécurité humanitaire, nous devons, le président de la République doit négocier avec son collègue Touadéra et Sassou Nguesso qui est là,
on ne sait pas très bien à quel jeu ils jouent. Il faut bien qu'on trouve le moyen, avec Libreville à côté, d'élever. Nous avons les capacités militaires maintenant pour le faire. Ces rebelles ne peuvent pas résister à la puissance de feu du Cameroun, de la Centrafrique et du Gabon. Ils ne peuvent pas, ils ne vont pas tenir. Donc il faudrait qu'on saute. Et lorsqu'on va le faire, ça sera une défaite à la Cuito Carnavali. C'est-à-dire que les Français vont comprendre que le petit jeu de Tintin au Congo est terminé. Et là, on va donc s'asseoir. Parce que je le dis une fois de plus, nous n'avons rien contre le peuple français. Ouais. Nous avons des Français qui mangent le mbongo ici tout le temps avec nous. Nous avons des Camerounais, nous avons les Teddy Riner qui apportent les médailles là-bas. On n'a rien contre le peuple français de France. Au contraire, on en appelle à sa conscience que ce qui leur arrive, ceux qui leur parlent souvent de misère, sont ceux-là qui viennent jouer les Tintins au Congo, en Afrique. Et nous sommes victimes, eux en France et nous en Afrique, de ces petits politicards-là qu'il faut évincer. D'accord. C'est bien compris, docteur Soro, merci. Docteur Jacob Ndiaye, je suppose que vous avez suivi ce qui s'est dit sur le plateau, malgré les petits désagréments. Je vous pose simplement la question aujourd'hui, comment est-ce que le président Touadéra peut faire pour contourner cette question d'embargo sur les armes? Parce que, vous le savez sans doute, la France a appelé à une réunion du Conseil de sécurité qui était à huis clos. La Centrafrique également l'a appelé et il va se tenir. Mais vous savez comment fonctionne précisément l'ONU, c'est-à-dire que le veto d'une des puissances va tout remettre en question. Et je vous pose donc la question, comment est-ce que la Centrafrique peut faire pour contourner cette affaire d'embargo sur les armes qui ne lui permet pas d'armer les FACA pour pouvoir faire face véritablement aux rebelles qui, eux, sont ravitaillés nuitamment. Le président Idriss Déby Itno qui apporte déjà sa contribution. On ne pourrait pas oublier son apport dans la lutte contre Boko Haram, ce qui concerne le Cameroun par exemple, ou encore on a vu son intervention au Mali, qui a une intervention qui a été plutôt décisive parce que des grands chefs djihadistes ont été évidemment tués et il y a eu cette médiatisation autour. C'est le temps de téléspectateurs et vous, Lamine, vous êtes déjà là, bonsoir, vous nous appelez de la Suisse. Eh bien, vous êtes là, allez-y, quel est votre avis sur cette thématique, notamment la République centrafricaine où la France est au banc des accusés? Bonjour M. Bongo. Bonjour mon cher ami Babakane et puis bonjour à l'ensemble des panélistes, un très beau plateau, un très beau duplex. Sur ce, si vous me permettez, j'ai deux petits volumes de mini-soutenance, j'appelle ça. Tout premièrement, je dis le problème africain reste après tout africain. Je m'explique. Malgré le patriotisme et la vivacité du général centrafricain, il est vrai que les Français œuvrent en force dans les arcanes nébuleuses de la France-Afrique pour nous anéantir racialement. Oui, nous avons bien vu les rebelles arrêtés en Centrafrique. Ce ne sont pas des Caucasiens, ni des Indo-Européens. Ils sont bel et bien des produits locaux. Voilà un des mots MAUX sous-adjacent du problème africain. Ce mal est très complexe. Que signifie ce mal? Il consiste à recruter dans la sous-région des jeunes hommes sans avenir, avec quelques francs 6 sous et armes, ceci dans le but de perpétrer des crimes odieux. Donc la question qui se pose ici est très claire. Comment devons-nous faire pour éradiquer ce type de mal? Du moment que vous vous posez cette question, vous voyez la France de loin en train de manœuvrer dans l'ombre pour que ce mal continue à exister. La France, tactiquement et vigoureusement, campe sur ses positions en ce qui concerne les 11 accords coloniaux. Voilà un des axes du mal, car ces accords coloniaux empêchent tout bêtement de créer de la richesse dans nos sous-régions. Cette quasi-existence de création des richesses est la conséquence directe d'une jeunesse désœuvrée au sein de la sous-région. Vous pouvez arrêter des milliers d'entre eux, mais il y en aura toujours d'autres en dormance, tant que nos pays seront sous la tutelle de la France via ces 11 accords coloniaux. C'est pour cela qu'il est urgent de casser ces accords coloniaux. Ces accords coloniaux nous dictent le projet culturel,
nos projets industriels, nos projets militaires, nos projets économiques, nos projets éducatifs, nos projets politiques, nos projets juridiques, administratifs, nos projets financiers, etc. J'en passe. Et maintenant, chers Africains, faisons le bilan dans cette collaboration ensemble. Sur 70 ans, enfin sur 110 ans, quel est le développement que la France a apporté dans nos différentes régions? Sommes-nous capables de développer de vraies nations comme les autres? Moi, je dirais non. Les accords militaires que nous avons avec la France nous épargnent-ils des guerres comme tel est le cas au Mali ou en Centrafrique ou encore en Côte d'Ivoire jadis? Je dirais non. Les accords culturels que nous avons avec la France nous aident-ils à développer ou mettre en place ne serait-ce qu'une langue nationale comme les autres? Non. Les accords monétaires tels que le CFA nous aident-ils à prospérer le commerce intrarégional? Non. Nous devons absolument assainir chirurgicalement le fond de ces problèmes périphériques. Et mon deuxième volume concerne, je reviens là-dessus, le sujet est lié, concernant ma perplexité, j'arrive plus parler, mon côté perplexe sur le propos du général centrafricain. Sachez que mes propos étaient portés vers un angle plus pragmatique, mon cher monsieur Bandakani. L'histoire nous raconte tous les présidents africains qui ont voulu jouer ce stratagème dans le but de se débarrasser de la France, de leurs pays respectifs, comme suit. Sous les projecteurs braqués de la presse internationale, on montre sa collaboration avec la France en termes de géopolitique, de géostratégie. Puis, en dehors des projecteurs de la presse, on fomente des stratégies. Ils ont été battus dramatiquement par la France. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire de Gbagbo peut en témoigner. Bokassa l'a payé aussi. Humilié, chassé du pouvoir le jour qu'il a voulu contre-attaquer la France en allant voir Kadhafi quand la France a retiré ses parts dans les banques centrafricaines. D'ailleurs, ce n'est pas la France qui a bombardé. D'ailleurs, c'est la France qui a bombardé, que je sache, et tué le président François Tombalbaye, alors que le Tchad collaborait avec la France. Chers Africains, faites comme Bachar al-Assad. Donnez le full contrôle à la Russie. Merci infiniment à vous, Monsieur Lamine, qui nous appelait donc de la Suisse. Mais il y a un autre Suisse, un autre citoyen africain qui est donc en Suisse, c'est bien Monsieur Taylor. Bonsoir à vous, merci, bienvenue sur le plateau d'Afrique Média du débat panafricain première partie. Nous vous écoutons. Merci de m'avoir accepté encore une fois, donné l'opportunité de m'exprimer. Bonjour à tous les panélistes, au président Manakani, à tout le panel. Bonjour à tous les Africains, bonne année. Je suis le frère Talo, je suis en Suisse. Talo. Je vais aller directement au but. Oui. Premièrement, je voulais compléter ce que vient de dire notre frère en disant que la France trouvera toujours le moyen de pouvoir utiliser certains de nos frères, parce que ceux qu'on a arrêtés, ben, ce sont des Africains qu'on a vus. Et ce sont des gens sans avenir. J'aimerais ajouter qu'il n'y a pas que les gens sans avenir que la France recrute, il y a aussi les gens avec avenir. On a lu dans un journal que certains membres du gouvernement ont commencé à trouver refuge dans des ambassades pour fuir. D'autres sont même des traîtres de Touadéra. Donc, même ceux qui ont de l'avenir, ils trahissent l'Afrique. La question, c'est de dire pourquoi. Eh bien, tout simplement, c'est déjà l'éducation. On a déjà parlé de ça beaucoup. La culture occidentale qu'on a dans notre tête, les télévisions occidentales, tout ce que nous voyons, qui fait que ça nous sommes devenus des dépendants mentaux, des esclaves de maison, et qui fait ça. Donc, pour pouvoir enrayer ça, ben, il faut revoir tout ça. Maintenant, je continue. Concernant les pays, le soutien des pays à côté, vous regardez Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, il y aura des élections bientôt. Qu'est-ce qui se passera si, je pose la question aux panélistes, qu'est-ce qui se passera si demain, la France fait pression sur Denis Sassou Nguesso en disant que ben, toi, si tu viens pour aider la RCA, eh bien tu verras, tu passeras pas. Tchad, il y a une base militaire là-bas. Gabon, il y a une base militaire française là-bas. Qu'est-ce qui se passera si la France fait pression sur eux en disant, écoutez,
si vous blaguez, moi je vais activer aussi le terrorisme encore chez vous, réactiver, puisqu'ils ont déjà réactivé plusieurs fois au Tchad. Maintenant, il y a une autre chose, le Congo RDC. Les panélistes en ont parlé récemment. La France, le président Tshisekedi a donné l'ordre de pouvoir créer une école militaire d'élite au Congo RDC. Ce qui est un grand risque pour non seulement le Congo, mais pour la région et pour toute l'Afrique. Parce que comme vous le saviez, nous sommes dans cette situation parce qu'on nous manipule mentalement. Quand tu donnes ton enfant à quelqu'un pour le former, enfin, quand tu donnes ton enfant à ton ennemi pour le former, en fait, tu lui donnes un allié. Si le président Tshisekedi donne les enfants congolais aux militaires français pour les former, eh bien, il donne des alliés pour pouvoir déstabiliser l'Afrique de demain. Ça veut dire que tout le travail qui est en train de faire en Centrafrique, par tous les gens, le Cameroun, tout autour, pour libérer le Centrafrique et libérer aussi la région et l'Afrique, eh bien, tout ce travail-là, dans un avenir proche, va être remis en cause parce qu'il y aura des gens qui seront formés par l'armée française au Congo que la France va utiliser partout dans l'Afrique pour pouvoir déstabiliser, continuer à déstabiliser. D'où il est très important que les panafricains, les panélistes, Afrique Média, tous se mobilisent pour pouvoir lancer un appel. Parce qu'il l'a fait parce qu'il ne le sait pas, le président du Congo. Je dis, c'est pas de sa faute. Parce que même moi, j'ai été dépendant mental, je m'en sors. Mais il l'a fait parce qu'il ne le sait pas. Il faudrait que vraiment on mette la pression sur lui et qu'il arrête cette entreprise criminelle qui est mettre en place une école de guerre et les militaires doivent être formés par une armée occidentale criminelle. Voilà. Je vous remets l'antenne. Je vous dis vraiment merci beaucoup. Ben écoutez, Monsieur Tallo, merci. C'est Afrique Média qui vous dit merci pour votre fidélité et surtout pour l'éclairage que vous venez également de donner sous forme de questions. Nos panélistes vont se faire le plaisir de vous apporter quelques éléments de réponse. En attendant, Delphin est déjà, donc, vous êtes déjà à l'antenne, vous nous appelez de Bujumbura. Quel temps fait-il à Bujumbura ou au Burundi? Je vous remercie de m'accueillir une fois de plus à la maison. Je sais que nous sommes nombreux, donc je vais gagner en temps et saluer tous les panélistes sans forcément les citer. Ils se reconnaîtront, je les salue souvent, donc mes chers grands frères, soyez salués. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit, je suis d'accord avec vous. Simplement, je vais insister sur deux points qui ont été relevés par notamment M. Soho, Basiliken, Bandakani et mon frère Lamine depuis Genève à l'instant. C'est vrai, la diplomatie, M. Soho a bien fait de le préciser. Il y a des choses qu'on dit, j'allais dire, de façon claire, devant les masses, devant les peuples. Il y a des choses qu'on gère à l'interne. Donc, en interne, désormais, comme vient de le dire mon frère Lamine, il faut donner le full contrôle à l'État russe. Parce que l'État russe nous a montré que c'est un État fiable, n'est-ce pas? Et là, j'abonde dans le sens du président du nouveau mouvement populaire qui a très, très justement fait remarquer que le dynamisme que nous observons en ce moment au sein de la MINUSCA n'est pas du fait de l'Élysée, pas du tout. L'Élysée est là depuis l'époque du martyr Boganda et n'a servi strictement à rien. Mais l'arrivée russe a totalement rabattu les cartes. La parité stratégique est désormais en notre faveur. Donc il faut donner le full contrôle. Et là, M. Basiliken a bien fait de préciser que la Russie, dans certains États de la zone CFA, a tendance à se sentir trahie. Et ça, ce n'est pas bon pour nous. Donc il faut montrer la même réciprocité à la Russie qu'elle nous montre récemment en bombardant ces nègres de maison qu'elle a bien fini. Et je viens du Burundi, vous le savez tous. Nous avons agi exactement de la même manière quand ces gens, soi-disant démocrates, ont recommencé à nous casser les oreilles avec leur bavardage d'Arusha. On a été catégoriquement contre le fait de négocier avec des gens qui nous assassinaient. Donc, les gens comme Bozizé, comme je le dis souvent, du côté de Gitega, ils ont le choix entre trois choses. Soit sortir du pays et quitter définitivement le pays, soit aller en prison, soit aller dans le cimetière. Ou alors collaborer avec le pays et être des dignes enfants du pays. Donc,
Ça, ce sont des choses à court terme que nous devons mettre en place. Sinon, nous allons perdre la guerre finale. N'est-ce pas? Et donc, et ce que je viens de dire sur la SCA, à bien des égards, c'est la même chose pour le cas du Mali et en gros, dans toute sa globalité, la zone CFA. Donc, il faut donner plus de marge de manœuvre à l'État russe et bien sûr à la collaboration sous-régionale. Vous avez cité, c'est pas la peine que je revienne sur les pays concernés. Je vais simplement parler de la CEA, de la CEAC et de la CEMAC. Donc nous devons collaborer comme ça en mettant une alliance étroite avec l'axe Moscou et Beijing. Et je sortirai en rappelant que parmi les grands du monde, la France est incontestablement le nain géopolitique. Elle a toujours eu besoin de l'alliance avec l'OTAN pour pouvoir se projeter ça et là dans le monde depuis au moins la première guerre du Golfe. Sans cela, l'Élysée n'a aucune portée géopolitico-militaire. Donc, à bon entendeur, salut, Afrique Média, le monde c'est nous. Bien sûr, le monde c'est nous, Delphin depuis Bujumbura au Burundi. Roland Kene, vous nous appelez donc depuis l'Espagne, vous êtes également un fidèle téléspectateur. Bonsoir et bienvenue sur le débat panafricain, première partie. Tous ces analystes, tous ces panélistes de haut niveau qui ont encore pris de leur temps pour venir diffuser à la conscience africaine les grands enjeux du moment. Alors, vous voyez, on ne doit plus perdre du temps. Le temps est arrivé parce que jamais, il faut le dire, parce que on ne le dit pas assez, jamais au XXIe siècle, on avait vu un président affronter la France sur le plan géopolitique à un niveau aussi élevé. Parce qu'il faut le dire, donc on doit élever davantage Touadéra, parce qu'on ne le fait pas assez. Mais ce qu'il fait là, c'est inédit. Mais il faut chaque fois le préciser. Et ça arrive parce que, comme on le dit souvent, ce n'est pas un Sorbonnier. Il n'est pas sorti de l'Europe avec un doctorat en droit pour venir manipuler sa population au nom de l'Occident. C'est quelqu'un qui a un CV bien précis. C'est une sauce africaine, un pur produit d'Afrique. Donc, nous devons le célébrer, nous devons le propulser à un niveau incroyable. Alors, moi, je suis un peu triste parce que je constate qu'il n'y a pas trop d'engouement au niveau même des populations centrafricaines. Mais bon, on espère qu'il y aura une dynamique qui va beaucoup plus se faire ressentir parce que au moment où la Russie est en train d'intervenir, nous devons donner la force, une force historique aux autorités centrafricaines. Et puis, il y a une manifestation qui arrive le 20 au Mali. Je ne comprends pas pourquoi. Au moment, parce que nous, on doit créer l'effet domino. Ça veut dire que ce qu'il y a eu en Centrafrique doit se produire partout, parce que c'est le vœu de tous. Alors, au moment où il y aura la manifestation le 20 au Mali, il faut aussi créer une manifestation devant l'ambassade de France en Centrafrique, parce qu'il y a une ambassade de France en Centrafrique. Il faut que Touadéra fasse une autorisation, délivre une autorisation, ou les autorités compétentes, pour que des groupes fassent des manifestations devant l'ambassade de France pour faire pression, pour leur dire de partir. Il faut aussi enlever la MINUSCA France de la MINUSCA qui intervient en Centrafrique, parce que c'est désormais prouvé que la MINUSCA France se sert de cette situation pour foutre le bordel. Mais il faut clairement dire à la France de partir. Pourquoi? Non, on ne sait pas pourquoi. Vous savez, ce qui dérange la Russie, c'est parce que dans les pays où elle veut intervenir, les autorités ne leur délivrent pas des autorisations bonnes et due forme clairement prononcées pour leur donner le feu vert de bouter la France. Et voilà pourquoi les choses bloquent même au Mali. Parce qu'ils ont des accords avec la Russie, certes, mais ce n'est pas des accords bien définis. Si vous dites par exemple à la Russie, venez nous donner 2-3 fusils, ou bien venez nous donner 500 Kalachnikov, ou venez apprendre à nos armées à tirer, bon, ils vont faire que ça. Donc, vous voyez un peu la situation. Alors, moi, je pense qu'on doit faire les manifestations devant l'ambassade de France partout en même temps. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et puis je vais peut-être intervenir plus tard. Merci. Vous en avez déjà dit assez, je pense. Merci à vous. Donc, Zefel, vous nous appelez depuis l'Allemagne. Vous êtes également un fidèle téléspectateur. Eh bien, bonsoir. Vous êtes donc sur le débat panafricain, première partie. On vous écoute. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les techniciens. Bonsoir, Malfred. Je salue vos invités.
Et je ne vais pas les citer parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, 2, 3 plateaux, c'est pas évident de citer tout le monde. Je vous salue vous tous. Moi, je voulais venir sur la question, ce que le docteur Basilike il a dit. C'est très important. Parce que nous, les Africains, on aime jouer avec le feu. Voici des gens, voici un pays qui est venu vous aider. Parce qu'il faut respecter les gens. Parce que quand quelqu'un vient t'aider, il faut respecter. Même quel que soit Alpha, il faut respecter. Parce que si le président centrafricain aujourd'hui, il permet aux Français de survoler son pays, ça veut dire qu'il donne la position des Russes à des Français. C'est pas normal. Parce que quand l'amitié là, on fait l'amitié à 2, pas à 3. Quand vous êtes 3 amis là, ça ne marche pas. Il faut 2. Parce que vous êtes 2, vous avez les secrets. Ça ne se sort pas. La 3e personne, elle va sortir votre secret. Ça, c'est vraiment des choses. Nous, les Africains, on joue toujours avec le feu. Mais quand ça va commencer à brûler les choses, nos mains, on va chercher à appeler les gens pour éteindre le feu. Or que la Russie est venue sans demander un rond. Bien sûr qu'ils ne vont pas faire ça cadeau. Ils vont avoir quelque chose. Mais pour le moment, ce qu'ils sont en train de faire là, parce qu'ils envoient des armes sans que disons, la République centrafricaine donne un rond. Alors, donc, pour le moment, le président ne doit pas, mais quel que soit, il a le dos au mur. Quel que soit, il a le dos au mur, il ne doit pas laisser les Français survoler les positions des Russes. Parce que ça ne les plaît pas, hein. Parce que les Blancs, là, quand ils vont se fâcher, là, ils vont partir, là. C'est la merde pour tout le monde. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que dites à votre frère qu'il reste tranquille. Parce qu'il y a des milliers de pays, maintenant, on commence à applaudir ce qu'il a fait. Parce que quand tu fais une formule et que tu mets du sable dans ta formule, ça va devenir de la merde dans ta main. Parce que tu es un grand mathématicien, je te parle, tu es un grand mathématicien, tu as trouvé ta formule aujourd'hui, tu as appelé les Russes pour venir t'aider, il faut rester avec les Russes. C'est ça que je voulais dire. Merci. Et puis, je laisse d'autres personnes à intervenir aussi. Je salue le président d'Afrique Média et puis son fondateur. Merci infiniment à vous. Je pense qu'il vous a suivi parce que c'est un fidèle téléspectateur. Je pense qu'il est en train de nous regarder. Maintenant, donc, nous allons revenir donc, sur le plateau. Mais très rapidement, Dr Sow, il y a des téléspectateurs qui posent la question en quelques mots. Que dire des citoyens? Vous l'avez évoqué d'ailleurs, vous avez parlé de ces ennemis intérieurs et puis surtout de cette possibilité de chantage qu'il y a sur les différents présidents en parlant du cas du Denis Sassou Nguesso. Mais disons qu'il y a ce qu'on appelle la dynamique citoyenne. Oui. Premièrement, il faut qu'on commence à changer le logiciel communicationnel. Ce n'est pas à nous de dire que nos présidents auront la pression. Au contraire, nous devons dire qu'aucune pression ne peut plus avoir effet sur nos chefs d'État parce que les citoyens vont les soutenir. D'accord. Et même, maintenant, engager une autre démarche de pression citoyenne sur ces chefs d'État pour que s'ils ne suivent pas la dynamique, ils sentent qu'ils seront évincés. Mais sans que nous ne créions l'implosion. Parce que l'implosion, notre ennemi attend ça comme un piège. Parce que nous sommes dans un jeu très complexe. Alors, premièrement, aucune pression, je le répète, et je sais, pour ceux qui me connaissent, je dis par exemple pour le chef d'État, on a vu un chef d'État venir dire au président Biya en face qu'apparemment il aurait trop mis l'homme au pouvoir. Et on a vu la réaction du chef de l'État. Et on a vu ses ennemis de l'intérieur, ce qu'ils ont appelé entre guillemets les interlocuteurs valables, c'est-à-dire ces Africains qui se sont mis résolument au service de la France-Afrique, résolument au service de l'impérialisme colonial et néocolonial, résolument au service de l'exploitation exagérée, sans profit pour l'Afrique, des richesses africaines. On a vu ce qui leur est arrivé, y compris dans des élections qu'ils ont lamentablement perdues, mais que les médias internationaux ont essayé de caricaturer comme les élections frauduleuses que la France organise ici et là. Deuxièmement, pour ce qui est maintenant de ce que le président Touadéra a entrepris,
J'aimerais que vous me donniez aussi l'occasion de parler par rapport à l'hésitation de certains qui pensent qu'ils ne laissent pas la latitude aux Russes. Vous savez, le jeu est très très technique. Oui. Touadéra n'a pas besoin de dire aux Français dégagez. Touadéra met en place des éléments qui vont agir et la France va se rendre compte qu'elle ne peut plus. Et nous viendrons seulement l'éliminer. Comme disent nos amis congolais lorsqu'ils regardent le match du Tout-Puissant sans Mazembe. Ça, il est né à Mazembe Pikagolo. Ça, il est né à Africain marquer le but. C'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que si nous entretenons la dynamique, à un moment donné, la France va tomber comme un fruit mûr. Et c'est cette dynamique que nous entretenons ici. Il faut ce réarmement moral. Disons aux Africains que nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur. Et nos chefs d'État n'ont pas peur. Idriss Déby, j'ai suivi son interview. Lorsqu'un journaliste français a voulu lui dire qu'il est un dictateur et qu'il a changé la constitution pour rester au pouvoir. Malheureusement, ce journaliste français n'a pas eu le courage d'aller dire à Alassane, le drame de Ouattara, qu'il était temps de partir. Voilà. Alors, Idriss Déby leur a répondu que un État, ce n'est pas comme une boutique qui les 18h on ferme, il est 6h du matin on vient ouvrir. Il y a les contingences que vous savez, originaires de certaines firmes. Et on ne peut pas parce que vous voulez vous faire remplacer. Parce que beaucoup parlent de changement en Afrique ou d'alternative. Mais en réalité, ils pensent à un remplacement pour maintenir le statu quo. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Nous, à l'Union des populations du Cameroun, tout le monde sait ce que nous pensons de ceux qui sont en place. Mais nous disons la technique française qui consiste à faire croire aux peuples africains qu'elle veut les aider pour bien les embrigader. Une technique de t'embrasser alors qu'on est en train de t'écraser les orteils. Eh bien, le jeu est trop grand. Le piège, là où vous pensez que vous avez fini la stratégie, c'est là en fait que la nôtre commence. Merci à vous. Avec votre permission, je voudrais prendre Vivien qui est donc un Centrafricain qui normalement réside en France mais qui actuellement est donc en Centrafrique et qui veut donc contribuer à cette émission. Bonsoir Vivien. Eh bien allez-y, vous êtes sur le débat panafricain première partie. Effectivement, depuis environ 2 mois. Et sache que la est un pays qui a besoin effectivement du soutien de toute l'Afrique pour ne pas que toute la région et la sous-région soient contaminées par ce fléau. La France au banc des accusés, c'est tout à fait normal pour la simple raison que ça fait 60 ans que la France est sur le territoire centrafricain et que rien n'a évolué depuis. On a toujours les mêmes cycles de troubles depuis une trentaine d'années et il faut que cela cesse pour que les Centrafricains profitent pleinement de leur pays, de son développement. Le Mali également est dans le même schéma et j'estime qu'il faudra nécessairement se serrer les coudes et agir ensemble, seul homme. Oui, je vous écoute. Vous voulez me poser une question? Nous avons suivi la quintessence de votre propos, Vivien, qui nous appelait donc depuis Bangui. Alors, André Lutemeka, on a parlé de la force de la diplomatie. Aujourd'hui, elle s'exerce de façon visible, mais il y a évidemment l'autre versant. Et vous pensez qu'elle est en train de travailler dur pour que les leaders de la sous-région, ils ont compris l'enjeu de ce qui se passe en Centrafrique aujourd'hui? Je dois d'abord rappeler qu'en ce qui concerne la Centrafrique et le Cameroun, il y a eu une rencontre, notamment du représentant camerounais, l'ambassade camerounaise avec le Premier ministre centrafricain. Je crois qu'à ce niveau, il y a des choses qui sont en train d'être faites, notamment dans la mutualisation des forces. Mais je voudrais signaler à tous les Africains qui nous écoutent et qui nous regardent qu'il est important de le marteler chaque fois. Cette bataille entre la métropole et l'Afrique est une bataille des richesses. C'est important de le dire parce que tous les pays qui sont enclins à des guerres sont des pays qui sont immensément riches. Le Cameroun, le Nigeria, la Centrafrique, l'or,
le pétrole, le diamant, l'uranium, ce sont des pays riches. Et il est important également de le marteler, c'est important qu'on le sache. Tous ceux qui tuent même l'Afrique sont d'abord les Africains. Parce que c'est eux qu'on utilise pour pouvoir séparer l'Afrique, pour pouvoir fragiliser l'Afrique. Le docteur Soho a évacué cette question en disant que, et dans une très belle analyse, en disant qu'aujourd'hui, que les chefs d'État prennent leurs décisions et que le peuple, lui, a déjà conscience de sa force et que si les leaders ne marchent pas, le peuple les fera effectivement marcher. Ce n'est pas d'autant plus facile qu'ils le pensent. Parce que le président Bandakane peut vous le dire, la politique c'est aussi l'analyse des rapports de force. Quelles sont les forces, notamment que nous avons en Afrique, pour pouvoir être, n'est-ce pas, sorte de contre-pouvoir par rapport à l'OTAN, par rapport à l'ONU, par rapport à cette bourrasque de la métropole. Il faudrait d'abord qu'il y ait une entente des chefs d'État africains. À travers l'Union africaine, à travers un lobby solide qui prend des positions nettes et claires par rapport à cette bourrasque-là. Donc, il est également important que nous connaissions ce que nous valons. Nous devons faire l'inventaire. Donc, nous ayons conscience de notre nature et de notre force. De notre force et même de notre richesse. Oui. Parce que quand nous parlons des richesses, les Camerounais, les Nigériens ne comprennent pas. Parce que dans certains pays, on lui a dit, ils ont des cartes. On dit ici, il y a l'uranium, au Cameroun, à telle partie, il y a de l'or. Et c'est à travers cela que leurs écoles géostratégiques fonctionnent pour pouvoir, n'est-ce pas, annexer ou bousculer tout un pays. Donc il est important de dire à tous les Africains que nous devons être vigilants. Nous devons avoir une force à la base pour donner la puissance à nos dirigeants, à nos leaders, de pouvoir prendre des décisions qui s'imposent pour sauvegarder l'Afrique. Merci. On va arrêter là parce que le temps nous tient à la gorge. Nous allons sortir donc par vous, Président Bandakane. Je vous ai vu plutôt très réservé lorsque vous écoutiez donc M. Boubacar Keïta. Boubacar Keïta. Apparemment, vous êtes partisan d'une ligne dure et qu'il ne faut pas transiger sur les principes. Je ne sais pas si vous appelez ligne dure la seule ligne digne de la raison, qui est la fermeté, qui est la prise en compte de l'intransigeance coloniale de la France. C'est de cela qu'il s'agit. C'est la France qui est intransigeante. Nous, on prend en compte l'intransigeance de la France. Alors, moi, je veux dire, par rapport à ce mouvement du vent, là, moi, j'ai des réserves. Si ce mouvement a des gens comme ça devant moi, ça ne m'intéresse pas. Si le mouvement du vent a des gens comme les Baba, c'est BBK, IBK, Boubacar Keïta. C'est IBK, si c'est des gens comme ça qui sont devant, ce n'est pas intéressant pour nous. On n'a pas le temps à perdre, M. Bongo. Il faut respecter les Africains. Lorsqu'un leader politique vient se placer et qualifie d'afro-sentimentalité, les luttes historiques qu'il n'est même pas en mesure de mener, qu'il ne peut même pas analyser, qu'il n'est même pas capable de lire, alors moi, on dit, ce n'est plus, là on ne s'amuse pas. Il parle de quoi? Non, vous ne répondez pas, monsieur. Non, je lui réponds. Non, vous ne répondez pas, monsieur Boubacar Keïta, mais vous parlez aux téléspectateurs d'Afrique Média. C'est différent. Mais lui, il a parlé aux téléspectateurs. Il vient semer le désordre de la confusion de la tête des gens. Non, parlez aussi aux téléspectateurs d'Afrique Média. C'est le pays de Modibo Keïta, des grands empires qui ont donné, qui ont fait l'honneur au continent africain. Il est inadmissible qu'un ressortissant de ce pays tienne de tels discours. Il passe, c'est quoi la fausse sentimentalité? Alors, il nous a dit qu'il lui, il est de la raison. Alors, comment quelqu'un qui raisonne peut croire que on peut raisonnablement faire partie de la France en oubliant que la dignité de la France c'est justement d'exploiter les Africains? Vous avez la raison. Mais c'est lui qui a un problème de raison. Il ne comprend pas de quoi est-ce qu'il parle. La dignité de la France consiste justement à piller les Africains, à les détruire. Donc, s'il ne comprend pas ça, et s'il pense que c'est en venant s'asseoir à dire que bon, vraiment il faut faire partie, les Français avec dignité, que la France aura pitié d'Africains, mais c'est lui qui, mais je sais pas, il a confondu le terrain d'action. Il faut qu'il aille faire autre chose. Donc, les choses doivent être claires. Alors, Moussa Traoré parlait comme lui. Quand Moussa Traoré a renversé Modibo Keïta, il a justifié ça par le fait que Modibo Keïta était irrationnel. Et que lui il était très rationnel, il va rentrer dans le franc CFA. Quel Malien sérieux accorde l'importance à Moussa Traoré? Tous ces hommes politiques-là qui
qui dépendent de la France, n'est-ce pas, justifient ça par le fait qu'ils sont rationnels. Ils veulent plaire ou quoi? Non, c'est même pas plaire. C'est pitoyable, c'est un comportement pitoyable. Ça dit que c'est aller, je sais pas, aller célébrer... Le syndrome de Stockholm? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est plus profond. C'est plus profond, ce syndrome-là. Donc on est plus là dans un syndrome. Qui aime l'abattoir. Oui, qui aime l'abattoir. C'est-à-dire que c'est plus qu'un syndrome, parce qu'un syndrome, on peut estimer que c'est un processus inachevé. Mais là, on a l'impression que là, on est passé du syndrome. Il est ça. Il est ça, c'est pas un syndrome. Il croit ça, il croit qu'il est un grand homme politique quand il parle comme ça. Et que ceux qui luttent sont des rêveurs qui ne comprennent pas les choses. Monsieur Bungu, quand on dit, quand un Malien vient s'asseoir, il dit que c'est la France la France a sauvé Bamako. Si sans la France, les djihadistes auraient envahi Bamako. Mais il parle de quel pays? Qui a ces djihadistes-là? Qui les a montés? Il sait pas que Sarkozy a reçu les djihadistes à l'Élysée avant ce coup d'État, hein, et que le président Toumani Touré, qui est mort, parlait déjà de ça depuis, interpellait depuis, et que c'est l'une des raisons du départ de Toumani Touré, cette affaire-là. Il ne sait pas que le corridor Niger-Mali et dans une certaine, le Niger-Mali est dans une certaine mesure, le Burkina Faso, cette affaire-là, tous les trafics qui sont là-bas, avec les Touaregs et les terroristes, s'organisés par la France, avec les dirigeants nigériens du Niger, avec les gens comme Ibeka, ils étaient au cœur de ça. Vous avez un documentaire ici. Comment tout ça s'est organisé pour détruire la France, pour détruire le Mali? On parle de quoi? Donc, les gens créent le djihad, ils fabriquent les djihadistes, ils les financent, ils les transportent, ils mettent à Bamako. Et après, ils débarquent, ils donnent les armes. Après, ils débarquent en sauveur, que l'on vient éteindre le feu. Et quelqu'un qui est malien, qui connaît l'histoire de son pays, vient s'asseoir et dit qu'ils ont sauvé le Mali. Quel Mali? D'accord, président. Monsieur Bungu, à l'époque, je rappelle ici, quand la France fait l'opération Serval, je crois, cette campagne qu'ils ont lancée, à l'époque, c'était Djokonda Traoré qui était là. Djokonda. C'est lui qui a appelé la France. Les Maliens ont dansé. Nous les avons dit ici. Oui, la liesse, oui. Nous avons dit que vous nous faites rire là. C'est que les Français font là. Ils vont installer une base militaire chez vous. Monsieur Fabius s'est sorti. Non, il n'y a pas de base militaire. Les Maliens ont appelé pour nous insulter. 2 jours après, on a inauguré la base militaire française. Et aujourd'hui, on voit ce que cela produit. Donc, moi, je suis prêt à soutenir ce mouvement si ce n'est pas dirigé par des gens comme ça. Mais tant que c'est ambigu et qu'on peut se lever et soutenir une affaire que nous-mêmes ne maîtrisons pas, qui après va dire qu'il faut donner la dignité à la France, qu'il faut caresser la France, il faut la flatter pour qu'elle ne parte pas vraiment un genre à marcher et consort, M. Bungu. Nous ne sommes pas dans ce genre de combat. Mais ce n'est pas le folklore. Le combat des Maliens, ce n'est pas le folklore, bon Dieu, mon cher Ibeka ou c'est Babaka. Ce n'est pas le folklore. Les gens meurent pour ça. Ce sont des luttes. Oh, ce sont des vieilles luttes. Oui, mais il a dit oui, mais c'est pas le folklore. Oui, un peu de respect pour ça. Oui. Hein? Alors on nous dit qu'on va libérer par la ruse. Mais on attend voir. Tous ceux qui en Afrique ont parlé de ruse, on sait comment ça s'est terminé. Hein? Tous les titres qui ont dit qu'on va ruser avec la France, on ne ruse pas avec les Français. On ne ruse pas avec la France. La ruse se termine toujours par l'alignement, par la collaboration, par la trahison avec la France. Donc on ne ruse pas avec la France. Merci. Donc avec la France, nous avons des rapports de guerre, M. Bungu. Et il faut faire la guerre. Et on va vaincre la France. Donc vous êtes partisan de la ligne dure. Merci d'avoir répondu à la question. Après ça, comme vous voulez. Monsieur Baba Boubacar Keïta, je suppose que vous n'êtes pas parti et que vous avez suivi un peu l'avis de quelques panélistes ici. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous, que cette guerre avec les djihadistes au nord du Mali est entretenue par l'armée française? Parce qu'au vu des effectifs et des moyens dont dispose l'armée française, est-ce que s'il y avait la volonté politique, est-ce que ce travail-là n'aurait pas déjà été fait? Et puis surtout, on semble également vous reprocher, sans le dire, votre tropisme français. C'est le mot. Bon, de toutes les façons, les Français ne se sont pas levés un seul jour seulement pour venir alors mettre leur plan en exécution. Ils ont fait une planification. Et je vous apprends quelque chose. La déstabilisation du Mali a commencé depuis 1986 par la France. C'est ce que vous voyez. Donc ils ont planifié cela. Ils ont quand même mis à terme une mythe que la Russie nous avait donné. Les radars qui étaient au nord, ils ont joué de telle sorte que ces radars-là soient endommagés pour que ça ne fonctionne plus. Est-ce que vous voyez? Ils ont fait de telle sorte que les postes militaires qui étaient au nord du Mali soient diminués. Il y avait alors une compagnie de l'armée malienne qui était chargée
alors du renseignement, qu'on appelait les Koumiers du Mali. C'était des Tamasheks et des Arabes qui étaient recrutés dans ce corps-là. Et en 92, quand il y a eu la démocratie, la France a collaboré avec l'armée malienne pour que ce corps-là soit éteint. Et tout ça, cela a été fait, ça veut dire qu'ils ont préparé, ils ont mis ça en œuvre pour venir. Et si nous aussi, nous voudrons avoir notre liberté, nous voudrons avoir notre autonomie, donc nous devons avoir une stratégie bien réfléchie, alors pour contrer la France. Ce n'est pas seulement un soir ou bien un matin que nous nous levions et que nous prenions la rue et que alors on demande le départ de la France. Et puis nous avions signé des accords. Et ces accords-là sont toujours fonctionnels. Donc il faut d'abord alors que nous nous retirions de ces accords-là. Il y a l'accord de défense que le Mali a signé, même si ce n'est pas le République qui l'a signé, mais c'est le Mali qui l'a signé. Il y a l'accord issu du processus d'Alger qui a été plus quand même élaboré en France qu'avec les Maliens, mais qui nous a pas signé. Et nous sommes dans ça. Et comment vous voudrez qu'en un seul beau matin, que nous nous retrouvions et que nous cessions cette France-là, alors que nous avons les mains liées. Donc c'est de cela que je parle. Même si c'est la France quand même qui est là, et quand même pour appuyer, parce que le ministre des Affaires françaises, le ministre des Affaires étrangères de la France, avait l'habitude de dire que les MNLA est leur ami. Donc on ne peut pas avoir l'ami de quelqu'un qui est en guerre avec le pays. Si tu es l'ami de la personne avec qui moi j'ai fait la guerre, ça veut dire que tu es mon ennemi. Et la France l'a dit sur tous les toits que les MNLA, c'est leur ami. Et quand il y a eu la guerre en Libye, c'est cette légion étrangère-là qui s'est retrouvée, et la légion étrangère du Kadhafi qui s'est retrouvée au nord, et par l'appui de la France. On sait tout cela, mais comment faire pour sortir de cette situation? Comment faire pour sortir de cette situation? Maintenant, il faut sortir des accords. Il faut sortir des accords, il faut faire des réflexions, il faut utiliser la ruse, il faut quand même être raisonnable, il faut aller vers ça, et de faire de la folklorie et du folklore. Donc, c'est de cela que moi, je vais en venir. Sinon, et Gbagbo, que vous prenez comme exemple là, il s'est battu, mais comment ça s'est fini? On est revenu dans ce même bras de la France. Mais j'encourage, je quand même félicite Gbagbo parce qu'il a montré la voie. Il a montré la voie, il a conduit jusqu'à un certain niveau. Donc peut-être que dans les jours à venir, les générations futures peuvent alors éviter les erreurs que lui a commises, alors pour aller de l'avant. Et je sais quand même qu'un seul pays, aucun pays de l'Afrique ne peut s'en sortir seul. Donc si nous voulons que nous soyons libres et que nous libres de la France, il va falloir que ça soit quand même un mouvement collégial de toute l'Afrique, mais pas un seul pays. Merci. Merci à vous Baba Boubacar Keïta. Docteur, je vous donne le dernier mot. On est en train de partir résolument, vraiment en 1 minute. Je veux aussi dire pour cette mobilisation. Oui, c'est bien que le peuple se mobilise. Je crois que ça va envoyer un message à Paris. Oui. Parce que les temps sont révolus où un journal Paris Match écrivait à longueur de colonne, la France se sacrifie pour l'Afrique, la France aide l'Afrique, et pendant ce temps, les populations françaises sont misérables. Ça ne passe plus, ce discours-là. Les Africains, aujourd'hui, ont compris le jeu et l'ont mis sur la table. Chacun choisit son camp. Chacun choisit son camp, et j'espère que les Maliens sauront donc choisir le leur. De toutes les façons, nous allons suivre cette activité et nous allons cet événement en essayant de voir comment cela va se passer. Et André Luther-Meka qui me force la main, oui, allez-y, vous allez dire un mot sur le Mali. Non, vous êtes parti pour voir. Non, je voulais juste dire que ça fait quand même 8 ans que l'opération Barkhane est là. Absolument. Pas de solution. Il y a eu notamment l'assaut du camp de Boulkessi, où il y a eu 41 soldats morts sur la base de la France. Donc il n'y a pas de solution. Il faut absolument que le peuple prenne le pouvoir et commence à demander quels sont les résultats de cette invasion. Un devoir d'inventaire. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Réélu pour une nouvelle fois pour un mandat de 5 ans, le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, devra faire face à des groupes armés. Touadéra va accéder à la magistrature suprême d'un pays déjà déstabilisé depuis près de 8 ans par les groupes armés qui contrôlent les 2/3 du territoire national. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne,
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.